Bonjour les parents sans tabou. Alors aujourd'hui pour une première vidéo je vous propose de parler d'un sommeil qui tracasse beaucoup de parents et beaucoup de voisins, de cousines, de tantes, de grands-parents qui se demandent si bébé fait ses nuits. Alors grande question, avec une réponse toute simple, bébé fait toujours ses nuits à lui, mais il fait pas toujours les nuits de ses parents. Alors on a proposé un dossier thématique sur le sommeil il y a déjà quelques semaines, qui a eu pas mal de succès, et je vous propose de passer en revue les grands points, tous ensemble, par cette petite vidéo. Alors, il y a deux grands concepts d'abord à connaître avant de parler de sommeil, que ce soit le sommeil des enfants ou des adultes. Ça va être le rythme circadien. Alors, qu'est-ce que c'est le rythme circadien? C'est un processus interne, on appelle ça un peu l'horloge biologique, qui va réguler nos états de veille et de sommeil. C'est un rythme qui va s'écouler sur environ 24 heures et qui va déterminer quand on est réveillé et quand on dort. Ce rythme va pouvoir être influencé par différents facteurs externes comme la température, la digestion, ce genre de choses, mais également et principalement par la lumière. Alors, le deuxième grand concept à connaître quand on parle de sommeil, c'est ce qu'on appelle le processus homéostatique. Ce processus va réguler la longueur et la profondeur de votre sommeil en fonction de la période précédente, c'est-à-dire quand la dernière période de sommeil a eu lieu, sa durée et sa qualité évidemment. Mesdames, vous aurez peut-être remarqué que votre bébé, lorsqu'il était dans votre ventre, s'agitait beaucoup plus le soir et la nuit que la journée. Cela s'explique par le fait notamment qu'il est bercé par vos mouvements lorsque vous êtes active en journée, au travail ou à la maison. Et lorsque vous vous reposez dans le canapé ou dans le lit, à ce moment-là, bébé s'active et se réveille. Alors c'est une partie de l'explication de pourquoi les nouveau-nés dorment moins la nuit que ce qu'on aimerait, mais pas que, il y a également différentes raisons, notamment ces cycles de sommeil qui vont devoir s'organiser de façon à correspondre à ceux de l'adulte, et ça va prendre quelques années. En effet, les nouveau-nés ne dissocient pas le jour de la nuit, c'est ce qui leur permet notamment de naître n'importe sur le globe. Un nouveau-né qui naît en Belgique ou au Canada ou en Afrique pourra s'adapter à la pression sociale et au rythme de la société dans laquelle il vit et n'est pas formaté de naissance à ce rythme-là. Alors, les recherches ont réussi à déterminer différentes phases de sommeil grâce à ce qu'on appelle l'électroencéphalographie, donc c'est-à-dire qu'on va mesurer l'activité électrique du cerveau pendant le sommeil de personnes qui n'ont pas de troubles particuliers. Et les chercheurs se sont rendus compte qu'on passait par différentes phases de sommeil et que ces différentes phases sont caractérisées par différentes ondes du cerveau. La phase la plus connue et reconnaissable, c'est ce qu'on appelle la phase de sommeil paradoxal, ou en anglais la phase REM pour Rapid Eye Movement. Donc en fait cette phase-là va permettre la production de rêves, et donc on va pouvoir observer chez le nouveau-né ou l'enfant une certaine agitation. Déjà une agitation du mouvement des yeux sous les paupières, comme le nom de la phase l'indique, mais également par exemple des mouvements de succion, des grimaces, des sourires parfois, parce que eux aussi apparemment rêvent très tôt et même dans le ventre de leur maman. Alors les autres phases de sommeil sont reprises sous le nom de sommeil non REM, donc qui n'est pas paradoxal. Ce sommeil-là va être caractérisé par une respiration lente et régulière, assez profonde, l'enfant ou même l'adulte ne va pas présenter de mouvements rapides des yeux sous les paupières. Cette phase de sommeil non REM va être décomposée en différentes sous-phases et qui vont se moduler au cours de la nuit. Les sous-phases du sommeil non REM sont les phases de sommeil très léger qui va correspondre à la phase
de transition au moment où on s'endort par exemple, ou entre les phases de veille et de sommeil. Donc à la fin de chaque cycle, on passe par cette phase où ben, on va potentiellement être réveillé s'il y a un petit bruit dans la chambre ou la pluie qui tombe sur une fenêtre. Donc là, on va être facilement réveillé. Et c'est notamment le moment où certaines petites particularités du sommeil peuvent apparaître, ce qu'on appelle notamment les parasomnies, ou des espèces de rêveries, où on va être un petit peu dans une étape entre le sommeil et l'éveil. Le deuxième stade, ça va être ce qu'on appelle le sommeil lent léger. Donc là, on est vraiment endormi, mais de façon très légère. Donc on va à nouveau être facilement réveillable. La troisième étape, ça va être la phase de sommeil lent profond, où là, ben, on va être plus endormi, ou endormi plus profondément. Le réveil va être beaucoup plus difficile, et c'est une étape où on va beaucoup mieux récupérer. On va être plus reposé. La dernière phase, c'est la phase de sommeil très profond, et donc là, ben, on est vraiment très bien endormi, on récupère, c'est là qu'on va récupérer vraiment le mieux. Alors je décris ces 4 étapes parce qu'elles sont importantes dans la compréhension du développement de l'enfant. On reste toujours focalisé sur le sommeil de l'enfant au cours de cette vidéo et du dossier thématique publié sur le magazine. Ici, je vais donner quelques étapes clés du développement du sommeil des enfants. Gardez en tête qu'il s'agit de chiffres moyens, de normes. Donc si votre bébé ne colle pas strictement aux chiffres que je donne, pas de panique, d'accord? Donc ici, l'idée, c'est de donner des âges, des fourchettes d'âge, on va dire. Donc voilà, pas de panique. Si toutefois vous étiez inquiet par rapport au sommeil de votre enfant après avoir vu cette vidéo, et si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Évidemment, cette vidéo et l'article qui y est associé ne prévaut pas sur l'avis d'un professionnel qualifié. Donc, pour les nouveau-nés jusqu'à environ 2 mois, une période de sommeil va contenir 1 à 2 cycles en général pour une durée moyenne d'environ 50 à 60 minutes. On observe chez ces nouveau-nés, donc jusqu'à 2 mois toujours, une perturbation facile, rapide de ce sommeil actif par l'environnement extérieur. À partir d'environ 2 mois, on va commencer à observer une organisation de la structure du sommeil qui est un petit peu différente à la période précédente. C'est-à-dire que les enfants vont présenter des ondes cérébrales qui correspondent à un sommeil paradoxal, et ainsi qu'aux à 2 des 4 phases du sommeil non paradoxal, c'est-à-dire la phase de sommeil lent léger et la phase de sommeil lent profond. Les cycles vont toujours durer 50 à 60 minutes, mais ils vont être organisés un petit peu différemment, étant donné que cette fois-ci, on observera d'abord une période de sommeil calme, qui sera suivie de la période de sommeil actif. Aux alentours de 2 à 3 mois, on observe une sensibilité qui commence à se développer par rapport aux indices lumineux. C'est-à-dire que les enfants vont commencer à être sensibles au fait qu'il fasse jour la journée, qu'il fasse lumineux la journée, et qu'il fasse sombre ou noir la nuit. C'est ce qui va permettre d'entamer ce qu'on appelle la consolidation du sommeil. Alors quand on parle de consolidation du sommeil, ça veut dire simplement que la quantité de sommeil va augmenter en période nocturne et diminuer en période de journée, donc diurne. Les 2 dernières phases du sommeil non paradoxal, donc la phase de sommeil lent très léger et lent très profond, ne vont apparaître qu'aux alentours de 4 mois. Donc vers 4 mois, l'enfant va présenter toutes les phases de sommeil d'un adulte. C'est pas pour ça que ça veut dire qu'il va dormir comme un adulte, c'est juste que son cerveau aura développé les différentes phases dont il va disposer toute sa vie. À partir de 6 mois, les enfants vont d'abord présenter une phase de sommeil non paradoxale en début lorsqu'ils s'endorment, comme les adultes, qui sera suivie d'un sommeil paradoxal, et on va observer une absence de tonus musculaire, comme chez l'adulte, c'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de paralysie des muscles, en quelque sorte, pendant qu'ils sont en phase paradoxale, donc pendant qu'ils rêvent. Concernant les siestes,
la plupart des enfants vont en faire plusieurs jusqu'à environ 18 mois. À partir de 18 mois, on observe régulièrement une diminution du nombre de siestes avec des enfants qui ne dorment plus en matinée. Et les siestes vont progressivement disparaître aux alentours de 4 à 5 ans, voire 7 ans pour les gros dormeurs. Alors contrairement à la croyance populaire que plus l'enfant dort, plus il dormira, la science n'est pas vraiment de cet avis, étant donné que les recherches actuelles tendent plutôt à montrer que plus l'enfant va dormir en journée, plus le sommeil va être perturbé pendant la nuit. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut priver vos enfants de sommeil et les empêcher de dormir la journée pour qu'ils fassent leur nuit, ça ne servirait à rien. Mais disons qu'il n'est pas nécessaire de les obliger à dormir à partir d'un certain âge s'ils n'en ressentent plus le besoin, et surtout si vous observez des difficultés, notamment d'endormissement, de qualité ou de durée du sommeil pendant la nuit. À quoi vont servir toutes ces connexions? En fait, les connexions cérébrales qu'on observe pendant le sommeil actif chez l'enfant vont en fait favoriser les processus d'apprentissage, de développement des aptitudes comportementales, motrices, mais également la régulation des émotions. Les siestes, elles, vont être importantes, même des courtes siestes, pour les processus d'apprentissage et de mémorisation à partir de l'âge de 3 mois. Par contre, on s'est rendu compte que vers l'âge d'1 an, les enfants qui avaient une consolidation du sommeil moins bonne, c'est-à-dire qui dormaient plus en journée, ont plus de difficultés comportementales et des difficultés de régulation des émotions que ceux qui présentaient une meilleure consolidation, c'est-à-dire plus de sommeil nocturne que diurne. Venons-en maintenant aux mythes qui tournent autour du sommeil. Alors, de nombreux parents, pour ne pas dire tous les parents, sont confrontés à un moment donné à la question fatidique du fait-il ses nuits. Comme je le disais en début de vidéo, tous les enfants font leur nuit. La grande question, c'est est-ce qu'ils font vos nuits? Ça peut durer un certain temps, notamment jusqu'à l'âge d'environ 6 ans, comme je le précisais dans la première partie de la vidéo. S'ensuit de cette question un bon nombre de conseils qui sont donnés de façon assez systématique et qu'on entend de façon régulière et qui ne sont pas toujours, voire jamais, adaptés. Donc on va les passer en revue un petit peu, les grands conseils qu'on entend sur comment favoriser le sommeil des enfants. Premier mythe, remplis-lui bien l'estomac, cale-le avec un biberon. Alors, selon des anthropologues assez connus, qui sont McKenna et ses collaborateurs, l'allaitement, le portage et la proximité de l'enfant à sa mère, notamment et particulièrement la nuit, ne peuvent pas être dissociés. Ils ont inventé le terme de breast sleeping pour parler de l'allaitement nocturne. En effet, ces auteurs considèrent que le meilleur environnement pour l'enfant est le corps de sa mère. Il y a vécu pendant 9 mois et donc il est naturel pour lui de dormir le plus proche possible de sa mère. En général, les enfants qui partagent le lit de leur maman dans des conditions sécurisées, on y reviendra tout à l'heure, vont réclamer un allaitement en moyenne de 6 fois par nuit, ce qui est tout à fait normal et qui va contribuer au maintien d'une lactation optimale. Les enfants qui ne partagent pas le lit de leur mère vont plutôt téter 2 à 3 fois par nuit, ce qui est certes plus confortable peut-être pour la maman, mais va contribuer à un sevrage plus précoce, étant donné qu'il va y avoir une baisse probable de lactation et que les sevrages sont souvent liés au sentiment d'une baisse de lactation. Du coup, l'argument serait de donner un biberon de lait infantile à l'enfant pour l'aider à dormir, étant donné que le lait maternel est digéré assez rapidement et que du coup, l'enfant va réclamer à téter environ toutes les 2 à 3 heures. On va voir tout de suite que la recherche scientifique n'est pas vraiment de cet avis-là et pense que le lait infantile ne va pas nécessairement aider au sommeil nocturne, mais peut également avoir un effet pervers. En effet, la recherche montre que les enfants qui se réveillent plus fréquemment en cours de nuit sont moins à risque du syndrome de mort subite du nourrisson.
Alors, les recherches ne sont pas formelles sur le sujet, mais ce qui est sûr, c'est que le fait de donner un biberon ne va pas systématiquement favoriser les nuits du nourrisson. Je m'explique. Le fait de nourrir l'enfant au biberon, selon les recherches disponibles, ne va soit pas du tout influencer ses nuits et le nombre de réveils va rester similaire à celui d'un enfant allaité au sein. Première option. Deuxième option, dans les quelques études qui ont montré un bénéfice et donc un sommeil plus long des enfants qui ont été nourris au biberon, en fait ce sommeil plus long a été expliqué par un processus de maturation qui est naturel. Donc que les enfants aient été passés au biberon ou s'ils avaient été continués, enfin si on avait continué à les allaiter, ça n'aurait rien changé, ils auraient de toute façon dormi plus longtemps. Donc il n'y a pas vraiment d'association réelle entre le fait de donner un biberon et le fait que les enfants dorment plus longtemps. Deuxième mythe, ne l'endors pas au sein, il va s'habituer et te prendre pour une tétine. Alors, petite info, le sein est une tétine. Ce sont les tétines en silicone et en plastique qui se prennent pour un sein. Quoi qu'il en soit, effectivement, la recherche scientifique montre qu'il est tout à fait bénéfique pour la mère et l'enfant d'endormir l'enfant au sein. C'est même conseillé par certaines études. Pour une multitude de raisons, on reviendra sur vraiment les principes fondamentaux dans une autre vidéo, mais sachez que le lait maternel contient une multitude d'hormones qui sont libérées dans le cerveau de la mère pendant l'allaitement, mais dont l'enfant va bénéficier également, soit via le lait maternel, soit via la production personnelle de l'enfant. Et donc le fait de s'endormir au sein va permettre un sommeil plus rapide, mais également plus réparateur pour la mère et l'enfant. Le fait de pratiquer le breast sleeping comme mis en place, enfin proposé par McKenna et ses collaborateurs, permet notamment une bonne récupération, étant donné que la plupart des mères pratiquant cet allaitement nocturne en open knee bar ne vont même pas se rendre compte en fait du réveil de leur petit et vont à peine ouvrir un œil pour le mettre au sein et elles vont se rendormir aussi instantanément. Mythe numéro 3, ne l'endors pas dans les bras. Alors, effectivement, très très dangereux d'endormir votre enfant dans les bras, je plaisante. Le docteur Carlos González, qui est un pédiatre espagnol, pro-allaitement et pro-maternage proximal, comme on appelle ça, a un petit peu déconstruit ce mythe-là dans son ouvrage en expliquant que le fait de penser qu'un enfant a besoin des conditions strictement similaires pour pouvoir se rendormir lors d'une phase de micro-réveil et de ne pas avoir besoin du parent lorsqu'il se réveille serait en fait totalement infondé. En effet, les conditions entre le moment où l'enfant va s'endormir en début de soirée ou en milieu de soirée vont de toute façon être modifiées en cours de nuit. Posez-vous simplement la question de savoir, est-ce que s'il s'endort dans les bras de la voisine, quand il se réveillera à 3 h du matin et que c'est vous qui allez y aller en tant que papa ou maman, est-ce qu'il va réclamer les bras de la voisine? La réponse est probablement non, parce que ce qu'il a besoin, ce n'est pas des mêmes conditions pour pouvoir se rendormir, mais c'est simplement d'avoir la chaleur et l'affection du parent pour pouvoir se rendormir en sécurité. Cet aspect-là va être abordé un petit peu plus tard dans la vidéo sur les raisons évolutives et anthropologiques. Il y a des raisons biologiques à ça, et ce n'est pas juste une envie de votre enfant de vous embêter et de vous empêcher de dormir la nuit. Mythe suivant, il faut séparer les couchages et les enfants ne doivent pas dormir avec leurs parents. Alors, petit rappel des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé est de favoriser un cododo sécurisé, donc un partage de chambre ou de lit, jusqu'à environ 6 mois minimum. Cette recommandation concerne les risques de mort subite du nourrisson, donc une mort inopinée et sans explication du nourrisson en cours de sommeil. À quoi tiennent ces recommandations? Eh bien en fait, contrairement à ce qu'on entend souvent du risque de rouler dessus et de l'étouffer ou que sais-je, lorsque le cododo est pratiqué de façon sécuritaire, vous avez toute la liste des recommandations dans l'article écrit du magazine, n'hésitez pas à aller le consulter, eh bien les risques de mort subite justement vont diminuer.
Un autre facteur qui est favorisé par le cododo est évidemment l'allaitement maternel. Étant donné qu'il y a une certaine proximité, il est plus facile de répondre à la demande de bébé, on est plus alerte à ses besoins. La chaleur et la connexion physique vont favoriser également l'attachement de l'enfant et des parents. Donc le cododo a plusieurs vertus qui sont tout à fait bénéfiques et contrairement à ce qu'on pense, ne vont pas rendre vos enfants dépendants ou particulièrement perturbés. À l'adolescence, je vous promets, ils dormiront tout seuls dans leur chambre. Alors un dernier point concernant le cododo concerne la séparation physique entre la mère et son enfant, notamment pendant la nuit, va provoquer une désharmonisation et une désynchronisation entre la mère et l'enfant. En effet, on entend souvent parler des taux de cortisol qui explosent avec l'enfant qui pleure, le fait de laisser pleurer les enfants, on y reviendra également. Il est clair qu'instinctivement, souvent, on entend les mères dire « bah oui, je l'ai mis dans sa chambre, mais c'est difficile, j'aurais préféré le garder avec moi, mais c'est meilleur pour lui ». Non. Si vous sentez en plus que vous n'en aviez pas envie, ce n'est pas meilleur pour votre enfant de dormir seul dans sa chambre. Pour mieux répondre à ses besoins, pour mieux comprendre votre enfant, pour mieux réagir à ses réactions et à ses besoins, notamment de boire, de téter, de son besoin de succion, c'est important pour lui d'être proche de vous. Comme je le disais, on va y revenir sur les fondements psychologiques, anthropologiques et biologiques qui justifient cette proximité. Mais clairement, le fait de séparer une mère et un enfant pendant leur sommeil va créer cette désynchronisation. L'enfant va être extrêmement stressé, même quand il ne pleurera plus. Les taux de cortisol, donc cette hormone de stress, va continuer d'être produite même après plusieurs jours, plusieurs semaines, alors que les taux de cortisol de la mère, les premiers jours, qui sera très élevé également, va progressivement diminuer. Ce qui fait qu'il va y avoir une désynchronisation entre ce que l'enfant ressent et ce que la mère va ressentir. Et de cela s'ensuit des difficultés, plus de difficultés pour comprendre l'enfant, pour arriver à répondre rapidement à ses besoins, et dans les cas les plus extrêmes, des difficultés d'attachement. Dernier grand mythe qu'on va aborder, c'est le fait que l'enfant n'a plus besoin de manger ou boire à partir d'une certaine heure et jusqu'à une certaine heure le matin. Pour peu que biologiquement ce soit vrai qu'à partir de 3 mois par exemple, votre enfant n'ait plus besoin de manger la nuit, est-ce que vous pensez légitime de lui refuser ce besoin ou cette envie? C'est une autre question. Je prends toujours l'exemple du conjoint qui dirait à son épouse bah écoute non, il est 20h, maintenant c'est terminé, tu ne manges plus, tu ne bois plus jusqu'à 8h30 du matin et tu me feras le plaisir de ne plus me déranger et de dormir à point fermé. C'est pas comme ça que ça fonctionne et votre enfant n'est pas un robot ou une machine qu'on peut appuyer sur un bouton on-off pour qu'il arrête de manger ou de boire. Je vous rassure, il ne se transforme pas si vous le nourrissez après minuit. Que du contraire, en général ça va plutôt l'apaiser et ça va lui permettre de se rendormir assez rapidement. Donc je suis un petit peu mitigée sur ce conseil de refuser de nourrir ou d'abreuver un enfant la nuit si celui-ci en manifeste le besoin. Venons-en à la question fatidique. Mon enfant se réveille pendant la nuit, est-ce que c'est normal? Alors, oui, c'est normal. Je vous rassure, jusqu'à au moins 6 ans, rien n'est inquiétant dans le fait que les enfants se réveillent la nuit. Alors certaines études expliquent qu'à partir de 6 à 9 mois, un enfant dort 12 heures d'affilée sans aucun problème. En fait, en décortiquant un petit peu les études, en essayant d'analyser un petit peu la méthodologie derrière ces études, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas tout à fait exact, étant donné que les enfants vont se réveiller, mais pas nécessairement appeler le parent. Pour une multitude de raisons, hein, est-ce que, voilà, donc à ce moment-là, on ne peut pas vraiment considérer qu'ils dorment réellement toute la nuit. Le fait qu'on appelle le parent pour venir aider à se rendormir n'est pas négatif, et je pense que c'est important de pouvoir y répondre pour pouvoir rassurer l'enfant et l'aider à se rendormir. Mais disons que les études qui montrent cette espèce de sommeil de 12 heures consécutives à 6 mois sont un petit peu biaisées par le fait que les enfants en fait se sont réveillés, contrairement à ce qu'elles laissent entendre.
Alors, les réveils nocturnes sont très fréquents chez les enfants jusqu'à environ 4 à 6 ans, où là, les réveils nocturnes ont beaucoup diminué. Mais il est tout à fait fréquent d'observer des réveils, voire plusieurs réveils chez des jeunes enfants. Seulement 5% souffrent réellement d'un trouble du sommeil. À nouveau, si vous êtes inquiet, n'hésitez pas à consulter un spécialiste formé dans le sommeil des enfants. Mais quoi qu'il en soit, on nous inquiète beaucoup pour pas grand-chose la plupart du temps. Je vous conseille la lecture d'ailleurs de cet ouvrage, Dormir sans larmes, du docteur Rosa Jovet, qui est vraiment un très très chouette livre qui explique vraiment bien le sommeil des enfants et qui est tout à fait complémentaire au dossier thématique qu'on propose sur le magazine. Et je vais m'attarder page 72 sur ce joli tableau, sur le sommeil des enfants. Alors, que nous dit le docteur Rosa Jovet? C'est que entre 19 et 36 mois, donc on ne parle pas de nouveau-né ici, le nombre d'heures moyen, ça peut également varier d'un enfant à l'autre, mais en moyenne, les enfants vont dormir entre 9h30 et 12h par 24 heures, répartis donc pendant la nuit, mais également avec une petite sieste, généralement qui correspond à 15% de ce temps-là, soit divisée en 2 siestes, mais souvent réduite en une seule sieste, donc l'après-midi, comme je le disais en début de vidéo. Concernant le sommeil nocturne, eh bien, elle note que plusieurs réveils sont encore possibles. Donc, entre 19 et 36 mois, il n'est pas inhabituel de voir des réveils chez ces enfants-là. D'ailleurs, certaines études montrent environ 60% d'enfants qui se réveillent pendant la nuit. Donc, c'est loin d'être une minorité. La grande question qui se pose, du coup, c'est à quoi ça sert que les enfants se réveillent la nuit, vu qu'on a dit que le sommeil c'était important pour le développement du cerveau, qu'on avait besoin de dormir, etc., etc. Oui, mais du coup, certains chercheurs se sont dit, si les enfants se réveillent autant, peut-être qu'il y a une raison et que ça peut être un fondement, une explication, voire un bénéfice. J'en reviens aux travaux du docteur McKenna et collaborateurs, qui est un vrai spécialiste et un chercheur aguerri sur le sommeil des enfants, qui considère qu'effectivement il y a une raison à la fois anthropologique et biologique au réveil des enfants. Le premier point de vue, le point de vue évolutionniste, c'est-à-dire qu'avec l'évolution de l'être humain au cours des centaines d'années qui ont précédé, le petit homme naît immature. Donc le crâne a augmenté en volume et pour pouvoir enfanter, il faut les faire sortir avant qu'ils ne soient suffisamment matures que pour se débrouiller tout seul. J'ai envie de dire heureusement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le petit va naître et elle va être particulièrement fragile, particulièrement immature et particulièrement vulnérable à toute forme de prédateur. Donc, les réveils vont permettre notamment de s'assurer qu'un parent ou un responsable soit proche et ne l'ait pas laissé au milieu d'une forêt tropicale en proie au premier lion qui passe. Je caricature un petit peu, mais c'est pas loin de la vérité. Je vous rappelle tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure également, que les nourrissons qui se réveillent plus souvent sont moins enclins au syndrome de mort subite du nourrisson. La manière dont on a considéré qu'il fallait éduquer les enfants dès le plus jeune âge dans les pays industrialisés, en Amérique du Nord, en Europe, a fortement conditionné le type de maternage qu'on propose aux enfants. Et donc le fait de déconseiller le partage de lit, de séparer la mère et l'enfant pendant le sommeil, mais également le conseil de les faire dormir sur le ventre pendant toute une période, a favorisé les risques de mort subite du nourrisson. Et les chercheurs dans la thématique du sommeil de l'enfant milite pour une modification des recommandations internationales, ce qui commence à bouger. Comme je le disais, l'OMS recommande effectivement un cododo jusqu'à minimum 6 mois pour limiter les risques de mort subite. Et maintenant, on conseille de faire dormir les nourrissons sur le dos, ce qui limite également les risques de mort subite. D'un point de vue anthropologique, les études se sont rendues compte qu'en fait, la manière de poser la question est-ce que vos enfants ont des problèmes de sommeil recueillait vraiment des réponses extrêmement différentes entre les pays
dits industrialisés comme le nôtre, et les pays avec des cultures plus orientales notamment, où ben, la question ne se pose même pas. Les enfants dorment avec les parents, il n'y a pas vraiment de troubles du sommeil répertoriés, ça se fait naturellement. Donc la conception du sommeil ininterrompu et seul dans une chambre est vraiment propre à notre culture, à trouver une multitude de raisons religieuses, culturelles, pour l'intimité du couple, pour le développement de l'autonomie et de l'indépendance de l'enfant, qui sont des conceptions en fait tout à fait infondées. Donc clairement, anthropologiquement parlant, les réveils du nourrisson ne sont pas du tout perçus de la même manière selon les cultures. Certains, comme notre culture, vont trouver que 4 réveils par nuit, c'est insurmontable et ce n'est pas normal parce qu'un enfant doit dormir tout seul dans sa chambre dès la naissance. J'exagère, mais c'est un petit peu ça. Alors que dans d'autres cultures, bah, ils vont faire du cododo jusqu'à ce que l'enfant n'en ait plus simplement plus besoin. Notamment dans les cultures asiatiques, ce qui est assez répandu également. Et on ne va pas considérer que le fait que l'enfant se réveille soit réellement un problème, et donc personne ne consulte pour ce genre de choses, étant donné que c'est tout à fait naturel et normal pour eux. Alors j'en viens à ce qui pose une certaine polémique dans le monde de la recherche sur le sommeil, qui est les méthodes d'entraînement au sommeil. Avec tout ce que je vous ai décrit jusqu'à maintenant, j'espère que vous aurez compris que malheureusement le sommeil est un processus biologique qui doit évoluer naturellement jusqu'à environ 6 ans pour atteindre un rythme, une architecture et une consolidation similaire à celui des adultes. Malheureusement, plusieurs chercheurs, plusieurs professionnels ont proposé leur propre méthode qui en fait est souvent assez similaire d'entraînement au sommeil. Alors on va distinguer les méthodes avec pleurs, sans pleurs. Je vais aller droit au but. Quelle que soit la méthode d'entraînement, elle ne correspond pas à la physiologie du sommeil de l'enfant et ne montrera, si elle montre des bénéfices, uniquement à court terme. Mais vous n'apprendrez malheureusement jamais à votre enfant à dormir. C'est comme vous ne pourrez pas le forcer à apprendre à parler ou le forcer à apprendre à marcher. Il le fera simplement quand il sera prêt et quand son cerveau sera capable de le faire. Donc, ces techniques sont malheureusement souvent une illusion et donnent l'impression aux parents qu'ils font quelque chose de mal. Mais vous dormez avec votre enfant, c'est pour ça qu'il se réveille. Vous l'allaitez, c'est pour ça qu'il se réveille. En fait, tous ces facteurs, le fait que votre enfant se réveille n'est pas vraiment dépendant de vous. Donc, hormis un réel trouble de santé, je pense notamment par exemple à un reflux gastro-œsophagien, des douleurs quelconques, une luxation de la hanche par exemple, enfin quoi qu'il en soit, des choses qu'il faut évidemment exclure dans le cadre d'un trouble du sommeil avéré, la plupart des enfants se réveillent et c'est tout à fait normal. Parmi les méthodes d'entraînement au sommeil, la plus populaire est la méthode du 5-10-15 qui vient d'un américain qui s'appelle le docteur Ferber. On appelle ça ferberiser les enfants. Donc on va installer l'enfant dans sa chambre, le laisser pleurer 5 minutes et puis aller le voir, le rassurer, ensuite le laisser pleurer 10 minutes, puis aller le voir 15 minutes et ainsi de suite. Cette méthode estime qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines, l'enfant finira par arrêter de pleurer, se résigner et dormir. Comme je l'ai un petit peu introduit tout à l'heure, ce genre de méthodes sont extrêmement mauvaises pour l'enfant, étant donné que l'enfant va produire des taux extrêmement élevés de cortisol, qui est l'hormone du stress. Comme je l'expliquais tout à l'heure, l'enfant va pleurer pour appeler son parent, pour manifester un besoin, pour communiquer quelque chose. Le fait de ne pas y répondre va provoquer énormément de stress parce qu'il est extrêmement vulnérable et donc il ne peut pas savoir, lui, qu'il est dans une chambre sécurisée, sous un toit et qu'il n'y a aucune bête féroce qui va venir le manger. Donc, clairement, lui va être soumis à un état de stress assez important. C'est généralement pas des méthodes qui sont très agréables pour les parents non plus. Les témoignages de parents reviennent régulièrement en disant bah oui, ça a été très dur, j'ai pleuré pendant 2 soirs d'affilée avec lui, ça a été extrêmement difficile. Et puis après, ça a été mieux quand même. Et donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on va observer une certaine désynchronisation émotionnelle et affective entre le cortisol observé produit par l'enfant, qui va continuer d'être produit même quand l'enfant n'appellera plus et même quand l'enfant ne pleurera plus, et celui de la mère qui va être très élevé les premiers jours et diminuer progressivement. En fait, cette technique-là
permettent un petit peu d'éteindre l'instinct parental qui est de répondre aux besoins de son enfant au moment où l'enfant le manifeste. Venons-en maintenant au point de vue éthologique. Alors, plein de chercheurs se sont intéressés au sommeil des enfants, l'éthologie n'a pas manqué de l'étudier également. Les travaux d'Arlo sont un excellent exemple de l'importance du lien et du contact entre une mère et son enfant. En effet, ces travaux ont découlé sur une liste de différents symptômes qui pouvaient être provoqués par la séparation, même brève, entre une mère et son bébé. J'entends par là donc les décharges de cortisol dont je vous ai déjà parlé, mais également des dysfonctionnements immunitaires, des anomalies respiratoires et cardiaques, une perturbation de l'architecture du sommeil, ainsi que des syndromes dépressifs. Donc, évidemment, ce n'est pas parce que vous déposez votre bébé 5 minutes le temps de prendre une douche qu'il va devenir un dépressif, mais voilà, disons que la moindre séparation pour le bébé va provoquer effectivement chez lui un certain stress et va déclencher toute une série de symptômes. Le partage de lit du coup et la proximité entre les parents et les enfants, notamment la nuit, va permettre de réguler tous ces mécanismes. Le pot à pot par exemple, donc lorsque l'enfant est posé sur le thorax du père ou de la mère, va notamment favoriser une respiration plus régulière et un rythme cardiaque plus régulier chez les enfants, ce qui est de plus en plus favorisé notamment dans les unités kangourous pour les enfants prématurés, où on va favoriser ces périodes de pot à pot pour justement aider à réguler aussi la température des enfants. Donc le sommeil fait partie des périodes pendant lesquelles l'enfant a besoin d'un contact, et une séparation nocturne, en plus des multiples séparations diurnes, va s'ajouter et ajouter une dose de stress et pouvoir engendrer toute une série de symptômes que je viens de décrire. Ça s'ajoute que le petit homme va naître très prématurément, comme je l'ai dit, il est tout à fait incapable de se débrouiller tout seul quand il naît, contrairement à d'autres espèces comme le veau par exemple, qui va être capable de se mettre sur ses jambes après quelques heures après la naissance. Donc l'enfant humain va avoir besoin d'une proximité assez importante pour être sûr d'être en sécurité, mais aussi va avoir besoin de stimulation sensorielle continue, en termes d'odeur, de toucher, de chaleur, et le sommeil partagé notamment va faire partie de ces stimulations et va permettre à l'enfant de poursuivre son développement sensoriel même pendant la nuit. Bonne question. Le manuel statistique et diagnostic des troubles mentaux, qui est un manuel de référence dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie, fait mention de l'insomnie infantile due à des habitudes inadéquates. Un critère nécessaire au diagnostic va correspondre aux conséquences de ces insomnies. Si il n'y a pas de conséquences particulières au niveau social, bon, professionnel pour un nouveau-né c'est peu probable, mais disons que si l'enfant n'éprouve pas de difficultés particulières pendant la journée, n'a pas de problème de développement, n'a pas de problème de santé, on ne va pas considérer qu'il y a une réelle insomnie. Comme je l'ai expliqué, les réveils nocturnes sont tout à fait normaux. Je n'ai même pas parlé des périodes de pic de croissance, de poussée dentaire, de rhume qui peuvent venir en rajouter une couche sur les perturbations que le sommeil va pouvoir rencontrer. Il y a effectivement un ensemble de troubles du sommeil qui peuvent se manifester, les cauchemars, les terreurs nocturnes, enfin voilà, plein de pathologies et de troubles du sommeil qui ne vont pas nécessairement être graves. Je vous suggère pour ça d'aller reconsulter la partie 3 de l'article sur le sommeil sur notre magazine, où je détaille tous les troubles du sommeil courants, et je répondrai volontiers aux questions s'il y en a à ce sujet-là.
Venons-en maintenant pour terminer cette vidéo sur les bonnes et les mauvaises habitudes par rapport au sommeil des enfants. Alors, je vais être très claire, il n'y a pas vraiment de... Je ne vais pas venir vous dire comment vous devez coucher vos enfants, si vous devez dormir avec eux, pas dormir avec eux. Je pense que chaque famille doit faire comme bon lui semble et appliquer les méthodes qui lui correspondent en fonction de ses besoins et de ses possibilités également. Je vais juste ici relater un ensemble d'études scientifiques qui ont été réalisées et qui montrent des aspects bénéfiques ou des aspects néfastes sur le sommeil de l'enfant. Les écrans. Alors, clairement, les écrans ont été associés à un moins bon sommeil chez les enfants et un sommeil plus court d'environ, en moyenne, 13 minutes chez les enfants qui pouvaient regarder des écrans pendant 1 heure par jour par rapport aux enfants qui ne sont pas, qui n'ont pas le droit de regarder d'écran. Parmi les habitudes facilitant le sommeil, vous vous en doutez, je vais vous parler cododo. Il faut savoir qu'environ 80% de cultures pratiquent le cododo, dont 44% le partage de lit. Alors ici, dans les pays francophones, quand on va parler de cododo, on entend ça de façon très générale. Les anglophones, eux, vont dissocier le cododo dans le sens partager une chambre et le cododo dans le sens partager un lit. Donc je vais faire la différence ici, étant donné que pour partager un lit, il va falloir respecter un certain nombre de critères afin d'assurer une sécurité suffisante pour l'enfant, évidemment. Donc je reste convaincue des bénéfices du partage de lit et je vous les ai exposés plus tôt dans cette vidéo, mais effectivement ça ne se fait pas n'importe comment et à l'improviste. Il faut avoir un petit peu étudié la question et un petit peu organiser l'espace pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. En cas de cododo, la première consigne à respecter, c'est que les deux parents soient d'accord avec cette décision et de ne permettre qu'aux parents de dormir avec l'enfant, car il y a une responsabilité beaucoup plus importante lorsque c'est les parents que quand c'est un adulte qui n'est pas un parent direct de l'enfant. Ensuite, il faut évidemment que la surface soit suffisamment ferme, éviter oreiller, couverture évidemment. L'enfant doit être placé sur le dos, proche de la mère, sur une surface si possible séparée pour les enfants prématurés ou de faible poids ou pour les enfants de moins de 4 mois ou nourris au biberon. Il ne faut évidemment pas que les parents soient fumeurs ni que l'environnement soit soumis à de la fumée de cigarettes. Il faut évidemment que les parents ne soient pas sous l'influence d'alcool, de drogue ou de médicaments pouvant avoir un pouvoir sédatif. Il y a également quelques autres consignes de sécurité que je vous invite à aller vérifier sur le site pour vous assurer que vous avez rassemblé toutes les conditions nécessaires à un bon cododo. Et à nouveau, je serai ravie de pouvoir répondre à vos questions sur ce sujet-là. N'hésitez pas à commenter la vidéo ou à m'envoyer un mail pour toute question concernant cette partie. Au-delà du cododo, il y a d'autres habitudes qui peuvent être de bonnes habitudes pour favoriser un sommeil plus serein, notamment le massage et les bains. Concernant les massages, certaines études montrent qu'il y a un bénéfice à utiliser des huiles adaptées aux enfants évidemment. Et donc le massage va permettre de procurer un moment de connexion entre le parent qui masse et l'enfant, un contact physique important et une détente également de l'enfant pour le favoriser un bon sommeil. Le bain va également lui permettre de se détendre et de se préparer au sommeil. On entend souvent parler de rituel. Il faut absolument ritualiser la mise au lit. Alors oui, mais en fait il y a souvent un raccourci qui est fait et donc les rituels sont souvent extrêmement complexes. Pour qu'un rituel fonctionne et pour limiter les appels en cours de nuit, pour espérer que votre bébé se rendorme sans vous, même si ce n'est pas miraculeux et qu'il aura probablement besoin de vos bras ou de votre sein pour se rendormir. Si vous voulez tenter l'expérience du rituel qui permet à bébé de ne pas vous appeler, il faut que le rituel soit suffisamment simple pour qu'il puisse le reproduire tout seul. Donc c'est chouette d'avoir un rituel pour le coucher, une histoire, des bisous à tous les nounours dans la chambre et compagnie, c'est très chouette, mais ça bébé ne peut pas le faire tout seul. Donc il faut alors à ce moment-là, si c'est ce que vous souhaitez mettre en place, trouver un rituel que bébé peut reproduire seul la nuit quand il se réveille sans vous.
Une autre aide et un facteur qui peut favoriser un sommeil efficace, c'est l'emmaillotage. Alors, l'emmaillotage également nécessite certaines précautions, doit être réalisé dès la naissance, et les études sont assez contradictoires sur le sujet. Dans certains cas, l'emmaillotage va permettre de euh, favoriser le sommeil, alors que certaines études montrent qu'au contraire, ça va augmenter le stress et la réactivité au bruit environnant. Donc ça, c'est vraiment une question d'expérience personnelle et de choix en tant que parent. On peut tester l'emmaillotage, mais je pense qu'il ne faut pas non plus se le fixer comme objectif absolu. D'expérience personnelle, mon fils n'a jamais supporté la moindre gigoteuse, donc l'emmaillotage était totalement exclu, il ne supporte pas se sentir contraint. Donc voilà, ça dépend vraiment des enfants, et même chez les enfants, alors que l'emmaillotage fonctionnait peut-être au début, ça peut ne plus fonctionner à partir d'un certain moment, étant donné que ça peut augmenter la réactivité au bruit environnant. En parlant de bruit, un autre outil qui est intéressant pour certains enfants à nouveau, c'est l'utilisation de bruits blancs. Vous trouverez plein de bruits blancs sur des applications gratuites ou payantes, sur smartphone, sur des vidéos YouTube. Ces bruits sont connus pour favoriser l'endormissement et le sommeil chez les adultes comme chez les enfants. Concernant les siestes, les nourrissons sont généralement rassurés par les bruits environnants de la maison, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc les isoler complètement de tout bruit va parfois être moins bénéfique que ce qu'on pourrait attendre. Certains spécialistes suggèrent même d'acheter 2 babyphones pour pouvoir faire une réverbération des bruits environnants de la maison dans la chambre du bébé, afin que celui-ci puisse avoir un bruit constant et continu du mouvement à l'intérieur de la maison pendant la journée. Venons-en maintenant aux techniques d'entraînement du sommeil. Comme je vous le disais tout à l'heure, le sommeil n'est pas une compétence qui s'entraîne, c'est comme manger ou respirer. On ne sait pas apprendre ou forcer cette compétence, elle viendra naturellement quand elle sera mature. Le docteur Carlos González l'explique très bien dans son livre Serre-moi fort. On peut tenter d'apprendre à un enfant à dormir, mais on ne peut pas lui en vouloir si celui-ci nous refuse cet apprentissage. Il n'y est pas obligé, il n'y est pas contraint, ça va simplement dépendre de sa maturité et de son degré d'évolution. Donc voilà, chaque famille doit faire en fonction de ses besoins, de ses possibilités, comme je le disais tout à l'heure. Je peux comprendre que dans des cas de fatigue extrême, de pression sociale importante, de mauvaises informations souvent, il est difficile d'arriver à lâcher prise et à comprendre ce qui se passe. On a souvent peur pour notre enfant, on se dit qu'il ne dort pas assez, qu'il va mal se développer, ce qui est rarement le cas au final. Comme je le disais, seulement 5% souffrent réellement d'un trouble du sommeil. Il y a souvent d'autres problèmes sous-jacents à ces troubles également. Donc, exclusion de toute pathologie qui pourrait expliquer des difficultés de sommeil. Le lâcher prise est la première chose à mettre en place du côté des parents. Mais je pense que pour pouvoir lâcher prise, il faut surtout être bien informé et arriver à relativiser ce qu'on pense être une pathologie en fait et qui n'en est au final pas vraiment. Pour les parents qui ont recours aux techniques d'entraînement du sommeil, j'ai déjà parlé de la méthode 5-10-15. D'autres auteurs proposent d'autres méthodes, hein, le pleur continu, donc on ne va pas du tout voir l'enfant, le pleur accompagné, où on laisse pleurer l'enfant et on reste à côté, puis on va éloigner progressivement la chaise jusqu'à sortir dans le couloir et rassurer du couloir. Voilà, chacun a mis un petit peu sa petite méthode au point, qui est en fait une variante à chaque fois de la même méthode. Il y a une autre méthode qui s'appelle la méthode Pantelet, qui va être une méthode dite d'apprentissage au sommeil sans pleurs. Malheureusement, cette méthode, comme toutes les autres, tente d'apprendre quelque chose qui ne s'apprend pas, comme je le répète depuis tout à l'heure. Si vous êtes arrivé au bout et que vous voulez tenter cette méthode, je ne vous jette pas la pierre, je comprends tout à fait la fatigue qui peut s'accumuler. Le tout est d'être conscient que ces méthodes-là ne sont pas miraculeuses, que votre enfant peut ne pas y répondre et que ça peut engendrer d'autres problèmes par la suite, même si vous avez l'impression que ça marche super bien lors de la mise en place de la méthode, ça peut quelques mois plus tard ne plus fonctionner, voire dérégler le sommeil lorsque l'enfant sera plus grand.
Une autre technique qui est proposée est de suivre les signes de fatigue et de coucher l'enfant au premier signe de fatigue. Là aussi, on propose des listes génériques et des trucs bien spécifiques. L'enfant se gratte l'oreille, se frotte les yeux, etc. Alors oui, pour certains enfants, c'est effectivement un signe de fatigue. Pour d'autres, ça peut être le signe d'un besoin de stimulation parce que justement, ils s'ennuient et ils ne sont pas nécessairement fatigués. Le fait de contrecarrer justement les besoins naturels de l'enfant en le mettant au lit par rapport à ces fameux premiers signes de fatigue qui n'en sont peut-être pas, va pouvoir perturber la consolidation du sommeil et provoquer justement une désorganisation de son rythme circadien et donc entraîner beaucoup plus de difficultés de sommeil nocturne à terme. La croyance populaire sur les bonnes et mauvaises habitudes de sommeil est que si on loupe le train, c'est perdu. Si on n'a pas couché bébé au premier signe de fatigue, il ne s'endormira pas. Biologiquement parlant, ça n'a aucun sens, étant donné que plus vous allez être fatigué, plus vous allez accumuler de la fatigue, plus cette pression homéostatique va être forte et donc plus l'endormissement va être rapide et profond. Faites le test sur vous, hein, faites une journée harassante de travail, ajoutez à ça, lorsque vous êtes bien fatigué, un ménage intensif de votre maison. On verra si vous ne vous écroulez pas plus rapidement dans votre canapé que si vous avez une journée relax où vous ne faites pas 1000 choses à la fois. Une équipe de chercheurs s'est intéressée à tous les effets des techniques d'entraînement au sommeil, qu'elles soient avec ou sans pleurs, et ont relevé toute une série d'effets négatifs et inattendus, notamment le fait que ce sont des enfants qui vont pleurer beaucoup plus, ça va provoquer un arrêt prématuré de l'allaitement, une augmentation de l'anxiété maternelle, ainsi qu'une augmentation du risque de mort subite lorsque l'enfant est séparé de la mère pendant le sommeil. De plus, ces interventions, lorsqu'elles ont lieu entre 0 et 6 mois, ne montrent que très peu d'effets à long terme et donc sont particulièrement inefficaces et demandent beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Ces chercheurs ont alors utilisé toutes les données à leur disposition au niveau biologique, anthropologique, évolutif et compagnie, et ont proposé une espèce de prise en charge, mais plutôt via des conseils sur le sommeil des enfants, et je vais vous en détailler quelques-uns. Premier point, encourager un sommeil sain, c'est-à-dire favoriser des siestes stratégiques, encourager des périodes d'éveil en journée avec de la lumière, limiter la consommation de caféine et d'alcool quand vous allaitez, limiter les risques de dépression postpartum qui vont aussi avoir un impact négatif sur la relation d'attachement, offrir un rythme biopsychosocial équilibré, donc ne pas se priver de voir des gens, avoir des activités en cours de journée, même avec des tout petits enfants, c'est possible. Tout ça va donner un rythme et favoriser des périodes de sommeil qui sont saines. Deuxième point, favoriser l'installation naturelle du sommeil. Permettre à l'enfant d'aller dormir directement après le repas et profiter de cet effet de somnolence postprandiale, comme on dit, donc de l'effet de fatigue après avoir mangé. Leur permettre d'aller dormir quand ils en ont vraiment besoin et pas selon un horaire strictement rigide pour avoir un nombre théorique optimal de sommeil. On n'a pas tous besoin de strictement 12 heures de sommeil tous les jours. Il y a des gens qui vont dormir une fois 9 heures, une fois 6 heures et ils vont être en parfaite santé. Associer le lit à des périodes de calme, à des moments d'affection, de câlin, éventuellement de lecture, enfin voilà, ne pas associer le lit à des périodes d'activité intense, évidemment. Et lorsque la tentative d'endormissement n'est pas efficace, que l'enfant n'arrive pas à trouver le sommeil, reproposer une tentative 15 à 20 minutes après, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'endormissement se produise. Troisième point, favoriser un sommeil en compagnie des parents de jour comme de nuit, au minimum jusqu'à 6 mois, pour favoriser tous les points dont je vous ai parlé précédemment, l'allaitement, l'attachement, le sentiment de sécurité, le réconfort, toutes ces étapes importantes dont je vous ai parlé tout au long de la vidéo. Ces auteurs proposent de favoriser des moments de relaxation tant psychologique que physique
pour les enfants, mais aussi pour les parents. C'est important aussi que les parents puissent avoir leur période de récupération, passer le relais lorsqu'on est fatigué, s'octroyer des moments de récupération à soi, c'est important pour pouvoir faire face et tenir sur le long terme. Dernier point, ces auteurs insistent sur l'importance d'arrêter de se focaliser sur l'obtention de plus de sommeil, ce qui va être contre-productif et provoquer plus de stress et d'effets négatifs qu'autre chose. En gros, il propose de lâcher prise sur le sommeil, s'octroyer des récompenses, des moments agréables, des sorties, favoriser un mode de vie sain. C'est ça qui est plus important que d'être sûr que bébé a vraiment bien dormi, c'est 16h30 sur 24 heures. Voilà, il récupérera un petit peu plus tard, à nouveau en excluant toute autre pathologie qui pourrait expliquer un problème. Voilà, les parents sont à bout. Cette première et longue vidéo sur le sommeil a été réalisée à partir du dossier thématique qui est disponible sur le site internet de Parentalité sans tabou. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos commentaires, vos remarques. Vous pouvez commenter la vidéo ou m'envoyer un mail à parentalitésanstabou@gmail.com. Je serai ravie de répondre à vos questions. N'hésitez pas non plus à m'envoyer vos envies pour les prochaines thématiques et pour les prochaines vidéos. Je me ferai un plaisir de vous faire ça. En conclusion sur le sommeil de vos bambins, la première chose c'est de lâcher prise, de prendre en compte que c'est un apprentissage, ce n'est pas un apprentissage mais un processus évolutif qui va mettre du temps à maturer, que certains enfants se réveillent la nuit, d'autres pas. C'est une loterie neurobiologique à laquelle vous ne pouvez pas avoir d'influence. Donc voilà, prenez du temps, prenez de la patience, soyez proche de vos enfants, écoutez votre instinct, renseignez-vous avant de mettre en place certaines méthodes, n'écoutez pas tous les conseils que tante Huberte ou la voisine vont vous donner. Suivez ce que vous, en tant que maman ou papa, ressentez, c'est le plus important. Essayez d'écouter bébé, synchronisez-vous avec lui. Je pense que on aborde les choses beaucoup plus sereinement quand on est bien informé et ça permet de lâcher prise beaucoup plus facilement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et la nuit la moins hachurée possible. À bientôt.